Voilà, bienvenue dans ce webinaire. Alors, je commence doucement pour laisser le temps à certaines personnes de se joindre à nous. Mais donc, nous sommes aujourd'hui réunis pour parler du TDAH sous toutes ses formes. Et nous avons Pascale de Coster, qui est l'autrice très récemment de 3 livres, même si elle en a écrit d'autres, sur le TDAH chez l'enfant, chez l'adulte et chez la femme. Et nous sommes en compagnie de Valentine Ancio qui posera les questions à Pascal. Et Valentine, tu t'y connais toi-même en TDAH, si je ne me trompe pas. Oui, oui, tout à fait. De l'intérieur et de l'extérieur. Voilà. Euh, bon, je propose de commencer en douceur également, sachant que peut-être on va avoir 1 ou 2 minutes de battement, mais commençons déjà pour tous ceux qui sont là. Voilà, ben merci alors pour ton introduction. Pascal, on se connaît depuis, on n'osera pas dire combien d'années, mais en tout cas, ça fait quand même, je crois qu'on peut dire 20 ans. Euh, et donc, c'est un plaisir pour moi de parler de TDAH avec toi aujourd'hui. Alors, avant de parler de TDAH, moi, j'aime bien qu'on plante un peu le sujet, qu'on incarne un petit peu le décor. Et je voudrais savoir qui es-tu, Pascal? Est-ce que tu peux nous parler de toi avant de parler de TDAH? Eh bien, j'ai 64 ans depuis hier. Euh, Ah, joyeux anniversaire. Merci. Donc, je suis une adulte TDAH qui a été diagnostiquée à la quarantaine. J'aime écrire. Euh, J'aime beaucoup écrire. J'ai 2 enfants qui sont TDAH, 2 petites filles qui sont TDAH, un mari qui est TDAH. Donc, je vis dans ce monde magique du TDAH depuis toujours. Et puis, je suis bien dans ma peau, heureuse, épanouie. J'aime lire, j'aime le chocolat, beaucoup le chocolat. J'aime voyager et voilà. Ok, merci. Et donc, merci aussi pour de nous dire aussi que être heureux et avoir un TDAH, c'est possible. Je trouve que déjà, c'est plein d'espoir peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui sont en cours de diagnostic, peut-être pour eux ou pour leurs enfants. Et donc, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le TDAH et comment ça s'observe dans le quotidien? Donc, TDAH, c'est trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, il y a plusieurs symptômes dans ce trouble. Déficit d'attention, hyperactivité et impulsivité. Donc, déficit d'attention, déjà, j'aime pas déficit parce qu'il n'y a pas un déficit d'attention. C'est une dysrégulation de l'attention, ce qui veut dire que quand on a un TDAH, c'est difficile de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire, en train de dire, ce qu'on nous dit. C'est difficile de se mettre à se concentrer, c'est difficile de rester concentré, ou alors c'est difficile de ne pas être trop concentré. Donc là, par exemple, moi, je suis en train de vous parler et je vois pourtant mon ficus et je me dis, zut, j'ai oublié de l'arroser hier, alors que normalement, le lundi, j'arrose mon ficus. C'est franchement pas le moment d'y penser, mais il est là, juste devant moi, et il est en train de me crier, au secours, arrose-moi. Donc voilà, peut-être le fait de l'avoir dit, j'arrêterai d'y penser. Donc l'autre manière où ça s'exprime chez moi, c'est par exemple quand je suis en train d'écrire un bouquin sur le TDAH, je suis tellement concentrée dans mon écriture que je ne me rends pas compte du temps qui passe. Euh, c'est limite douloureux pour moi, même si j'arrive à bien rester concentrée sans faire d'efforts conscients, mais pourtant ça doit m'en demander énormément. Et quand j'arrête d'écrire, ça se voit physiquement sur mon visage. En fait, je suis vraiment marquée tellement cette concentration m'a pris de l'énergie. Donc ça, c'est mon cas. Mais donc voilà, il y a plein de manières d'avoir dont les problèmes d'inattention ou de concentration se manifestent. C'est différent d'une personne à l'autre, c'est différent d'un moment à l'autre. Évidemment, on a beaucoup plus de facilité à rester concentré sur ce qui nous intéresse que sur ce qui ne nous intéresse pas. Donc, un enfant aura par exemple des difficultés à rester concentré en classe pendant le cours de maths parce qu'il déteste les maths, mais à la maison, quand il sera en train de jouer avec ses Legos, il sera capable de rester concentré pendant des heures parce qu'on dit que la passion nourrit le cerveau et que donc Mm. cette passion permet d'arriver à activer les zones cérébrales qui en ont besoin. Donc C'est voilà, ça. ce n'est pas parce qu'on arrive à se concentrer sur certaines choses qu'on n'a pas un problème d'attention. Dis-moi, C'est Valentine. ça. Donc, premier symptôme, donc, c'est le trouble de l'attention
qui en fait est une dysrégulation de l'attention, pas un trouble de l'attention, parce qu'on peut soit être hyper focus sur ce qui nous passionne, soit être interrompu par des pensées ou des distractions, alors qu'on est censé être focus sur quelque chose, donc plus que la moyenne. Et donc, tu parles de ces distractions. Je trouve que dans l'inattention, moi, par exemple, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché mes clés pendant 20 minutes. Donc ça, c'est aussi et alors que je sais qu'il faut que je les mette à la même place tous les jours, hein. Donc ça reste en tout cas aussi donc les oublis, partir sans des choses essentielles, s'enfermer dehors, ce genre de choses. Ça fait partie aussi de l'inattention, donc qui peut être cognitive, mais qui peut être aussi euh, dans le quotidien sur des choses, voilà, toutes simples, comme voilà, chercher ses clés, perdre ses affaires, voilà, oublier un devoir pour les enfants, oublier voilà, un rendez-vous, ce genre de choses aussi, ça peut être voilà, handicapant dans le quotidien. Donc ça, c'est la première composante. Tu as parlé de deux autres. Est-ce qu'on peut enchaîner sur celle que tu Alors, il y a préfères? l'hyperactivité qui est soit motrice, soit intellectuelle. Alors, moi, Mhm. je n'aime pas quand on dit, ah, mais mon enfant, il est TDA parce qu'il n'est pas hyperactif. C'est pas vrai. On est toujours hyperactif. Quand on a un TDAH, on est toujours hyperactif. L'hyperactivité, ben, ça peut être comme mon fils quand il était petit, qui grimpait littéralement au rideau. Là, on est dans le cas extrême, un enfant qui gigotait tout le temps, qui bougeait tout le temps, qui n'a jamais été capable de marcher, qui courait. Là, on est dans la caricature de l'hyperactif. Mais être hyperactif, c'est aussi, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, moi, je gigote tout le temps sur ma chaise. Je décroise les jambes. Si vous regardez sur mon ordinateur, j'ai plein de fenêtres ouvertes en même temps. Ça aussi, c'est de l'hyperactivité. Mais il y a aussi l'hyperactivité intellectuelle qui est de penser tout le temps, d'avoir un cerveau qui s'emballe tout le temps. Il pense tout le temps à des tonnes et des tonnes de choses. Il est incapable de s'arrêter. Là, on est dans l'hyperactivité aussi. Donc voilà, cette hyperactivité, elle est toujours là, mais elle n'est pas toujours visible. Et en fait, plus on grandit, plus on vieillit, plus on arrive à la canaliser pour qu'elle soit moins visible et moins dérangeante. En fait, c'est le symptôme qui permet, dans la plupart des cas, de diagnostiquer les jeunes garçons, parce que Mhm. c'est le symptôme qui est le plus fatigant, mais sur le long terme, c'est le symptôme le moins handicapant, parce que, en fin de compte, bouger, ce n'est pas dérangeant si on arrive à le canaliser et si on ne dérange pas les autres. C'est ça. Donc, elle peut être finalement motrice, cette hyperactivité, mais elle peut être aussi cognitive, dans le sens où on pense à plein de choses tout le temps, où on fait plein de choses en même temps. Et donc, un enfant hyperactif va être plus dérangeant parce qu'il fait n'importe quoi, qu'un adulte, ben voilà, est capable quand même de mieux se canaliser, ou en tout cas de mieux utiliser, ou peut-être même optimiser cette énergie qui est pour moi une énergie bonus, en fait, hein, de se dire que en fait, on a plus d'énergie que les autres, et donc ben voilà, ça peut être dans du sport, ça peut être dans de l'efficacité, dans du rangement, dans des choses, en tout cas bouger utile. Moi, j'aime cette expression quand on a un TDAH, plutôt que de brasser de l'air ou pelleter des nuages. En tout cas, Oui, tout à fait. c'est une façon d'optimiser, je dirais, ce trait de caractère. Et j'aime bien en fait le fait que tu ne dises plus qu'il y a TDA et TDAH, parce qu'en effet, chez les personnes dont l'hyperactivité n'est pas motrice, elle est plutôt voilà, intérieure. En tout cas, ils sont rarement voilà, en électroencéphalogramme plat, même si parfois ça peut donner l'impression, parce qu'ils sont tellement loin sur la Lune qu'ils n'ont pas d'hyperactivité, mais en général, il se passe énormément de choses à l'intérieur euh, de ces personnes. Donc ça, c'était donc la deuxième caractéristique, le deuxième symptôme du TDAH. Si tu dois nous parler du troisième, Pascal, tu dirais que ça Alors va là, être... c'est l'impulsivité. Donc l'impulsivité, c'est agir avant de réfléchir et ne pas apprendre des conséquences de ses actes. Donc, ce sont des enfants ou des adultes qui bousculent, qui ne sont pas capables d'attendre leur tour avant de parler. Moi, je suis incapable d'attendre mon tour avant de parler, déjà tout simplement parce que si je vous interromps pas, je vais oublier ce que je voulais dire. Et donc, ben, quand on vit entouré de TDAH, ça va, les gens connaissent et acceptent. Et au pire, à un certain moment, non, 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 tu peux pas m'interrompre parce que sinon, moi, je vais oublier ce que je suis en train de dire. Mais c'est vrai que c'est un symptôme qui est extrêmement dérangeant dans les relations sociales et à l'école.
Donc, ce n'est pas de l'impolitesse, c'est vraiment, voilà, c'est ce besoin, en tout cas, de pouvoir dire, parce qu'il y a tellement de choses dans la tête que voilà. Et puis parfois, ça sort tout seul avant même qu'on ait Et c'est ne pas imaginé avoir de que ça pouvait stop, en fait. sortir. C'est vraiment, parfois, ça peut nous dépasser. Et en le disant, on se dit, mince, pourquoi je suis en train de dire ça? Ça, c'est à l'âge adulte. Ça peut se manifester chez les enfants par des crises de colère, par de la maladresse, parce qu'ils font tout trop vite, par des... Enfin bon, voilà, ma fille a eu 4 plâtres cette année. Ah, une année, c'est Voilà, pas mal. pas mal, hein. Là, j'avoue que voilà, je maîtrise les services d'urgence de Bruxelles. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a vraiment, ça peut être vraiment aussi comportemental, physique, mais ça peut être émotionnel et ça peut être aussi simplement de dire tout ce qu'on pense. Donc voilà, moi j'explique aux enfants que c'est un peu le ramasse-punition, cette impulsivité, parce que voilà, on se contrôle pas et du coup, ben, ça peut déranger. Et alors, souvent, ils regrettent, hein. Donc ça aussi, je trouve qu'il y a aussi cet Oui, aspect-là. on regrette, mais le problème, c'est qu'on n'apprend pas de ses erreurs. Donc, on a beau regretter, on a beau se dire la prochaine fois, je ne le ferai pas, et pourtant, la fois d'après, ça ressort de nouveau de la même manière parce qu'on n'arrive pas à apprendre, on n'arrive pas à se poser et à prendre ce temps d'arrêt pour dire non, je vais réfléchir avant d'agir. Et moi, j'ai quelques patients quand même qui se contrôlent beaucoup à l'école, par exemple, vraiment de toute leur force, on voit qu'ils ont mordu sur leur chic et tout, et puis à la maison, ça Ah oui, ça explose au cours de l'école. explose. Et vraiment, j'ai envie de dire, s'il y a des enseignants qui nous écoutent ce midi, mais de prendre conscience de l'effort que certains font pour ne pas déborder, pour faire du mieux qu'ils peuvent, en fait, ça leur coûte énormément. Et donc, parce que c'est vraiment quelque chose de vraiment difficile. Donc, merci en tout cas pour l'illustration de ces 3 symptômes. Euh, Où est-ce qu'on se fait diagnostiquer TDAH? Si on imagine qu'on est un adulte, qu'on est un ado, un enfant, comment ça se passe? Qui s'occupe de ça? Donc, seul un médecin spécialiste peut poser un diagnostic de TDAH. Donc, c'est soit un psychiatre ou un neurologue chez l'adulte, soit un neuropédiatre ou un pédopsychiatre chez l'enfant. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'un médecin spécialiste et expérimenté qui peut poser ce diagnostic? Parce que d'abord, le diagnostic, il doit être différentiel. Il faut voir si les symptômes sont dus à ça ou à autre chose. On peut avoir des problèmes d'attention, des problèmes d'hyperactivité ou des problèmes d'impulsivité, mais qui ne sont pas dus à un TDAH. C'est le médecin qui arrivera à faire la part des choses. Et deuxièmement, ce diagnostic, il est clinique. Donc, il n'y a pas un test, il n'y a pas un bilan, il n'y a pas un questionnaire qui permettra de poser le diagnostic. Il y a des choses qui permettent de mettre les doigts sur les symptômes, mais qui ne peuvent pas expliquer à quoi sont dus les symptômes. L'important d'aller consulter un médecin spécialisé. De plus, les comorbidités sont nombreuses. Chez l'enfant, c'est souvent des troubles d'apprentissage. Chez les adultes, c'est souvent des troubles anxieux. Et là aussi, c'est important de poser ce diagnostic différentiel, donc de voir si le trouble, il est pur ou il est associé à d'autres troubles. Parce que, il faudra aussi prendre en charge ces comorbidités et même parfois les prendre en charge avant un TDAH, avant le TDAH. Donc voilà, allez voir un médecin expérimenté qui s'y connaît et c'est la seule chose à faire. Ok, le médecin va s'entourer aussi d'autres spécialistes, parfois des neuropsychologues ou des Parfois, mais logopèdes. c'est pas indispensable. Les tests neuropsychologiques ne sont pas indispensables pour poser un diagnostic. Ils peuvent parfois aider à le poser, mais ils ne sont pas indispensables, d'autant plus que certaines personnes, par exemple mon collègue qui a un TDAH majeur, euh, dans dans une atmosphère confinée, donc comme pendant qu'on passe des tests, lui, il est capable d'hyperfocaliser et donc son TDAH ne s'exprime pas du tout pendant les tests. On peut performer D'autres, au test et avoir un TDAH. Donc ça, c'est intéressant aussi comme oui, oui, info. oui, tout à fait. Moi, par contre, c'est vrai que je connaissais bien ces tests et quand j'ai été les passer, je me suis dit que bah, ce ne serait pas juste parce que comme je connaissais les tests, mais dans mon cas, les problèmes d'attention sont tellement forts que j'ai beau connaître les tests, je m'en souviens pas, en fait. Mhm. Et C'est ça. donc, et donc voilà, mais en tout cas, ces tests ne permettent pas de poser un diagnostic, ils permettent de mettre les doigts sur des symptômes. Ok. Et donc, pourquoi c'est important de faire un diagnostic pour toi? Parce que parfois, on dit, ah, ça met les enfants dans une case. C'est quoi ton avis, toi, là-dessus? Ben moi, je pense que pour arriver à bien vivre,
il faut savoir qui on est et savoir ce qu'on a. Un enfant qu'on qualifie de fainéant, de turbulent, de fatigant, ça, ce sont des étiquettes. Un enfant qui a un TDAH, ça explique le pourquoi des comportements. Et à partir du moment où on sait le pourquoi, ça permet de mettre des choses en place pour aller mieux. Moi, je Mhm. sais que mon diagnostic de TDAH a changé ma vie parce que tout d'un coup, il a expliqué tellement de choses de mon passé. Tout à fait. Il a expliqué, et deux, j'ai pu me pardonner des tas de choses dont je croyais que j'étais coupable alors que ce n'était pas le cas. Moi, scolairement, ça a toujours été une catastrophe à l'école. Enfin, c'était un enfer sur Terre. On me demandait de me concentrer toute la journée, de faire des efforts, de ne pas interrompre, de ne pas être hyperactive, de me concentrer encore et de me concentrer encore. Et puis pendant les récrés, je devais faire attention pour arriver à me faire des copines, pour pas les blesser. Et puis, donc, tous ces efforts pendant toute la journée. Et puis quand j'arrivais le soir à la maison, épuisée, on me demandait à ce moment-là d'encore donner le meilleur de moi-même pour arriver à faire des devoirs et étudier des leçons. C'est un enfer sur Terre, mais vraiment un enfer sur Terre. Et donc, j'ai tenu pendant mes primaires, j'ai tenu pendant mes trois premières années d'humanité, puis ma quatrième année d'humanité, je l'ai triplée. Et puis en cinquième année d'humanité, j'avais tellement de difficultés en maths, en physique et en sciences que j'ai renoncé en disant je ne suis pas capable. Et j'ai porté cette étiquette de pas capable jusqu'à mon diagnostic. Où là, je me suis rendu compte que ce n'était pas une question d'être capable ou pas. C'était une question que j'avais de réelles difficultés, que j'étais capable de plein de choses, mais que non, la scolarité, comme elle m'avait été proposée, non, elle me convient. Mhm. C'est vrai. Et j'aime bien en fait le fait de, parce que voilà, c'est des choses qu'on entend, hein, de mettre les enfants dans des cases, mais en fait, si on ne fait pas ce genre de diagnostic, alors l'enfant, ou même l'adulte, met des étiquettes négatives. Je suis bête, je ne suis pas capable, je suis demeuré, j'y arriverai jamais. Je Donc en suis fait, fou. Le nombre de fois que j'entends des enfants dire je suis fou. Un enfant de 7 ans qui pense qu'il est fou, c'est horrible. donc en fait, le TDAH, c'est vraiment pour moi, en tout cas quand j'en parle à mes patients, c'est un mode d'emploi. C'est pas une maladie, c'est pas un cancer, c'est pas, on n'est pas malade au fond de son lit. Enfin, c'est vraiment un mode d'emploi que tu vas avoir toute ta vie et que, ben, Il va falloir apprendre à vivre avec. ouais, une fois Et que tu le si on sait comprends ce bien, qu'on a, on peut apprendre à vivre avec. Si on ne sait pas contre quoi on se bat, c'est pas possible. ouais, d'où l'importance en tout cas du diagnostic. Donc, Oui. en effet, je suis assez d'accord avec toi. Et donc, une fois que ce diagnostic est fait, parce que ça, c'est déjà, alors ça va un peu plus vite qu'il y a 10 ans, mais c'est pas encore très rapide. En tout cas, il y a moins d'errance. J'ai l'impression qu'on est un peu plus au parfum. Euh, une fois qu'on a un diagnostic, après, c'est quoi la suite des démarches de la prise en charge? Je crois que la première chose, c'est la digestion. Mhm. On n'en parle jamais, en fait, mais il faut digérer ce diagnostic. Moi, je me rappelle que quand mon fils aîné a été diagnostiqué, ça a été la catastrophe. Le ciel m'est tombé sur la tête, c'était horrible. Et tout d'un coup, toute notre vie n'a plus tourné qu'autour du TDAH. Et ce TDAH, il prenait trop de place, il prenait toute la place. C'était pas très simple, mais je pense que c'est une étape essentielle de ce deuil, malgré tout, le deuil de l'enfant parfait, qu'on a tous. Et donc cette digestion, elle est importante. Accepter que c'est un deuil et qu'il va y avoir plusieurs étapes. Et puis une fois que ça c'est fait, on va pouvoir mettre plein de choses en place. Parce que la prise en charge du TDAH, elle est multimodale. Donc ça veut dire qu'on agit de plusieurs manières. Et en plus, elle est différente d'une personne à l'autre. Mon TDAH n'est pas ton TDAH et n'est pas le TDAH du voisin. Donc il va falloir, le TDAH chez l'enfant n'est pas spécialement pris en charge de la même manière. Et puis le TDAH d'un enfant, moi j'ai deux enfants qui sont atteints de TDAH. Et leurs symptômes s'exprimaient complètement différemment. Et la prise en charge a été tout à fait différente pour l'un et pour l'autre. Donc voilà, il faut vraiment bien se souvenir qu'il n'y a pas une prise en charge, mais que cette prise en charge est multimodale. Bon, ça commence par d'abord un peu de bon sens. Donc, une bonne hygiène de vie. Si on a un enfant euh, qui n'a pas d'horaire, qui va dormir quand ça lui chante, qui mange que des crasses, qui boit que des sodas, qui boit pas d'eau, qui fait pas de sport, ça va pas améliorer les symptômes de son TDAH. Donc une bonne hygiène de vie,
Donc, bien s'hydrater, manger sainement, dormir assez et bouger. Ce sont les bases, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, pour arriver à compenser les symptômes de son trouble. Et puis après, il y a plein de prises en charge qui peuvent être mises en place. La première, c'est la psychoéducation. Mais la psychoéducation, c'est quoi? C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est s'informer sur le TDAH, apprendre ce que c'est, comment il nous affecte et ce qu'on va pouvoir mettre en place pour y faire face. Donc ça peut se faire à la maison, en lisant, en regardant des conférences, ou alors ça peut se faire accompagné par un thérapeute, comme toi, par exemple, Valentine. C'est ton boulot, hein, la psychoéducation. Tout à fait. Oui, oui. Voilà. Donc ça c'est vraiment la base. Après, il y a plein d'autres choses qui peuvent être mises en place selon justement la personne. Donc, hygiène de vie, psychoéducation, ça c'est pour tout le monde. Tout le monde a besoin de ça. Si vous ne savez pas ce qu'est le TDAH et vous ne savez pas comment il vous affecte, vous n'arriverez pas à y faire face. Pareil pour votre enfant. Il va falloir que vous sachiez ce qu'est le TDAH et comment il affecte votre enfant. Et puis ce que vous pouvez mettre en place pour y faire face. Mais il va aussi falloir que votre enfant sache ce qu'est son TDAH. On ne prend pas le temps d'expliquer à l'enfant ce qu'est un TDAH. C'est important pour lui. Il doit savoir, c'est pas une catastrophe, il a juste trouble. Certains ont des troubles de la vision et portent des lunettes. Eh bien, lui, il a un trouble de l'attention et il va devoir mettre des choses en place pour arriver à compenser son trouble de l'attention. C'est important de lui expliquer. Après ça, il y a toutes les approches psychothérapeutiques et rééducatives, comme la thérapie comportementale, comme le coaching, comme des tas d'autres choses, l'orthopédagogie, l'ergothérapie, la logopédie, un suivi neuropsy. Et ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Ça dépend si on en a besoin ou pas besoin. Et il ne Et faut puis, certainement pas tout faire, je trouve, parce que ça, c'est aussi important. Sinon, ça devient un symptôme sur pattes qui va chez des thérapeutes toute la semaine. Donc, de choisir, en tout cas, peut-être, la voilà, priorité. les priorités. Ça, je crois que c'est vraiment important. Et ensuite, il y a la pharmacothérapie, donc la médication, parce qu'une fois, quand les stratégies d'adaptation ne sont pas assez efficaces ou que le fardeau compensatoire est trop élevé, euh, eh bien à ce moment-là, il faut penser à la médication qui agit un peu comme des lunettes pour le cerveau. Donc, elle est efficace, elle a peu d'effets secondaires, il n'y a pas de risque d'addiction, au contraire, elle protège plutôt de l'addiction. Elle est efficace, mais si on ne fait que donner un médicament sans rien mettre d'autre en place, ça ne sert pas à grand-chose. Et Ok. donc, c'est vraiment comme des lunettes dont moi j'explique souvent, si on demande à un myope de faire une rédaction sur l'oiseau qui est dans le ciel, là-haut, qui vole, s'il n'a pas ses lunettes, il voit pas l'oiseau. Alors il ne pourra pas faire la rédaction, tout simplement parce qu'il ne voit pas. Si on lui met ses lunettes, il voit l'oiseau. Mais si on lui a jamais appris comment on faisait une rédaction, si on lui a pas appris à écrire, si on lui a pas, il n'y arrivera tout de même pas non plus. Donc voilà, la médication c'est bien, mais seule, elle ne sert à pas grand-chose. Elle donne la capacité d'arriver à, mais un enfant, un adulte qui est médicamenté, c'est pas la médication qui fait le travail, c'est la personne. La personne et tous les mécanismes qu'on va mettre en place pour Tout s'adapter. à fait. Alors, je sais que tu es très friande de petits trucs, d'astuces pour survivre justement dans cette fameuse jungle du TDAH. Est-ce que, alors en plus je te prends un peu au dépourvu parce que tu ne l'as peut-être pas préparé, mais je suis sûre que en tout cas tu vas trouver une réponse. Est-ce que tu pourrais nous donner, voilà, des astuces qui te conviennent à toi, donc qui ne conviendront peut-être pas à tout le monde, mais pour mieux gérer cette attention, cette impulsivité et cette hyperactivité, est-ce que tu aurais un petit truc pour chacune de ces composantes que toi tu mets en place euh, pour, euh, pour gérer ce TDAH? Alors que moi, je mets en place, oui, non, ça ne conviendra pas à tout le monde. Moi, je suis très psychorigide et effectivement, je suis devenue psychorigide à cause de mon TDAH. J'ai besoin de ça. Donc, par exemple, chez moi, ma maison est toujours ordonnée. On peut venir n'importe quand. Comme C'est mon père. toujours parfaitement rangé partout, y compris à l'intérieur des armoires, parce que c'est tellement le chaos dans mon cerveau que j'ai besoin de cet ordre partout. Et, euh, et puis l'autre chose, c'est que je ne sais pas ce qui se passe, mais s'il y a deux objets qui traînent, 3 minutes après, il y en a 100. Donc voilà, je suis vraiment très fort dans le contrôle pour ça, parce que ça m'aide, sauf pendant que je suis en vacances,
où là, mon mari rigole beaucoup parce que, effectivement, dans une chambre d'hôtel, c'est le bazar dans les 5 minutes. Parce que là, je lâche totalement prise parce que voilà, c'est les vacances et que je dois moins être concentrée, je dois moins faire d'efforts et donc, voilà, pour moi, l'ordre, par exemple, est vital. L'autre chose qui est vitale pour moi, c'est mon agenda. Alors, chacun, c'est la base vraiment pour un TDAH. Vivre sans agenda, c'est pas possible. Euh, J'en ai besoin pourquoi? Parce que, de nouveau, dans mon cerveau, c'est le bazar. Et que s'il y a trop d'informations dans mon cerveau, ben, les nouvelles, elles ne parviennent pas à rentrer. Donc, j'ai besoin de cet agenda pour pouvoir décharger mon cerveau. Alors, certains aiment un agenda papier, d'autres aiment un agenda électronique. Moi, j'aime aucun des deux. Moi, j'ai un bête document Word sur mon ordinateur. Je travaille toute la journée sur ordinateur. J'ai ce document Word que je vois au fur et à mesure. Là d'ailleurs, je vois ma petite fenêtre sur mon document Word qui est toujours ouvert, que je mets les dates et puis je mets les choses que j'ai à faire, tout simplement. Et systématiquement, je mets tout ce que j'ai à faire tous les jours. Donc, les actions répétitives au niveau du travail, elles sont notées. Je sais que voilà, dans mon programme de tous les jours, il y aura répondre aux mails, il y aura ouvrir le courrier, il y aura enfin des tas de choses répétitives, mais malgré tout, elles sont dedans. Et alors, je note aussi tout ce qui doit être fait dans une fin de demain, dans une semaine, dans 15 jours, ou les tâches répétitives. Et une fois que j'ai effectué la tâche, donc si je dois la faire tous les jours, ben, je la remets à demain. Si ça doit être refait dans une semaine, je remets à une semaine. Et pareil dans ma vie privée. Donc mes rendez-vous sont indiqués. Je sors de chez le gynéco, par exemple. Il est marqué, je mets à dans 6 mois, prendre nouveau rendez-vous. Et 6 mois après, il est noté prendre rendez-vous. Donc je sais que je peux prendre rendez-vous. Il était noté à quelle date je devais prendre rendez-vous. Et voilà. Ça, moi, ça me facilite énormément, énormément la vie. Ok, Donc je génial. me mets énormément de structure et de Ouais, routine. c'est ça. Moi, je fais la même chose avec le bullet journal. S'il y en a qui veulent voilà, investiguer, il y a pas mal de modèles sur Internet. Donc, moi, c'est une version papier. Et donc, c'est un outil qui a été inventé, pareil, de Carole, qui a un TDAH. Et donc, j'aime bien aussi expérimenter. Je trouve que les outils des gens TDAH, pour moi, c'est crédible. Je me dis, si ça leur va, c'est que c'est possible aussi. Mais en fait, on n'a pas du tout le mode de fonctionnement. Tu es beaucoup plus créatif que moi. Et moi, j'ai essayé ce bullet journal. Je suis jamais arrivée à mettre quoi que ce soit dedans parce que déjà, il y avait cette part de décoration qu'il Ah fallait oui, moi, mettre. c'est des corps Et quand j'ai envie. voilà, et moi, ça me stressait à mort. Donc voilà, Mhm, c'est ça, c'est arriver à trouver les outils qui nous conviennent tout parce à que fait. mon TDAH n'est pas le vôtre. Et C'est donc, il ça. faut arriver à trouver. Oui, il faut Mais tester, en en tout tout cas, un agenda, c'est la base, quoi. Oui, oui, Franchement. ça c'est clair. Si on doit compter sur sa tête, c'est pourri. Ça, c'est certain. Ok, merci. Et du coup, est-ce que c'est possible, hein, tu as commencé la conférence en disant qu'en fait, tu étais heureuse avec ton TDAH. Moi, en tout cas, je ne l'échangerais pour rien au monde. Comment, toi, tu considères le fait que le TDAH puisse être un atout? Ben, moi, je ne considère pas que ce soit un atout. Ah, voilà. Moi, je considère que c'est un atout, donc on pourra échanger là-dessus. C'est Voilà, intéressant. moi je considère que c'est pas une fatalité, qu'on peut apprendre à bien vivre avec le TDAH, mais moi par contre on me propose de m'enlever mon TDAH demain, c'est avec plaisir, Ok. parce que malgré tout, il me demande encore des efforts, je suis médicamentée, franchement si je pouvais arrêter de payer 100 euros par mois pour la médication tous les mois, moi, je suis toujours pas capable de conduire si je suis pas médicamentée. Enfin, si, je suis Mm, capable de conduire, mais au prix de quels efforts et au prix de quels dangers pour les autres. Donc mm, voilà, on peut tout à fait apprendre à bien vivre avec le TDAH, à mettre plein de stratégies en place. Euh, on peut faire preuve de résilience, mais dire que c'est un atout, moi je trouve que c'est une insulte pour tous ces gens qui sont tellement en difficulté, les gens qui n'ont pas été diagnostiqués pendant l'enfance, qui se retrouvent au CPAS, qui ont perdu leur logement, qui ont perdu leur travail à cause de leurs troubles, ceux qui se retrouvent en prison à cause de leurs troubles, parce que justement, cette impulsivité fait qu'on réfléchit avant d'agir et qu'en plus, on n'est pas très malin et donc on se fait prendre plus facilement que les autres, pas parce qu'on n'est pas intelligent, hein, mais parce que justement, on n'apprend pas de ses erreurs, on est celui qui, si on a un qui se fera choper, ce sera toujours le TDAH, pareil en classe, hein. Pas Si vous avez mentir. 5 enfants qui font une connerie, c'est le petit TDAH qui se fera pincer, parce que lui, il le fait avec naïveté, en fait. Mm. Donc voilà, pour moi, c'est pas un atout, mais on peut vraiment apprendre à vivre avec.
et faire preuve de résilience et sortir des bonnes choses de ces difficultés, C'est ça. sortir des points difficiles. D'accord avec toi sur certains points, en effet, qu'on n'est pas tous égaux non plus face au TDAH, parce qu'il y a aussi différentes intensités, et puis c'est une partie de la personnalité, et ça ne définit pas un individu, et en effet, ils ont beaucoup plus de facteurs de risque que la moyenne, en effet, de perdre leur travail, de tomber dans les addictions, de faire des grosses conneries à l'adolescence, parce qu'en effet, ils réfléchissent pas. Donc, clairement, il y a, voilà, et je dis que je ne les changerai pas pour rien au monde, mais je pense qu'il y a des périodes de ma vie où je m'en serais bien passée. Et ce matin, en cherchant mes clés pendant 20 minutes, voilà, je peux te Voilà, dire que c'est ça. Moi, j'étais maintenant, assez fatiguée d'être moi-même. moi, franchement, maintenant, c'est bon, mon TDAH, il est là. C'est pas un souci. Mais pendant que j'étais adolescente, vraiment, 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 j'aurais tout donné pour qu'on m'enlève ce TDAH. Mm, D'autant plus que je ne savais pas que j'avais un TDAH. Donc mm, j'aurais tout donné pour enlever toutes ces particularités de moi que je ne comprenais pas. mm. Mais là où je trouve que ça peut être un atout, c'est comme tu l'as dit, la passion répare le cerveau. Ce sont des personnes qui, quand elles sont passionnées, ben, en fait, voilà, dévorent des sujets et du coup se passionnent. Et rien à faire, quelqu'un de passionné, c'est passionnant, souvent à écouter. Donc je trouve que ça, pour moi, c'est un atout. Cette Oui, mais moi, hyperactivité, pour moi, c'est plus les qualités de la personne qui s'exprime peut-être d'autant plus parce qu'elle a un TDAH, mais tous les TDAH ne sont pas pour autant. Enfin, moi, j'entends toujours quand on est TDAH, on est créatif. Moi, je suis pas créative du tout, hein, tu es franchement. créative parce qu'elle Non, non, pas du tout. Moi, je suis T'es pas bosseuse. créative en magicolore, mais tu es créative, tu développes plein de projets depuis que je te connais, Ah, je suis t'écris bosseuse, je bien. suis pas créative. Non, non, mais tu vois, c'est ça la différence. Peut-être que toi, tu imagines que je suis créative. Moi, je suis pas créative, je suis bosseuse. Et je dois d'autant plus bosser à cause de mon TDAH. Mais j'en connais d'autres qui sont créatives. Toi, tu es vraiment créative. En tout cas, c'est Mm, comme ça que je te perçois. Tu es mm, extrêmement créative. Mais on n'a pas toute cette part de créativité. Moi, il y a très 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 longtemps, j'avais écrit à mon autrice préférée, j'avais envoyé un texte et elle m'avait répondu, elle me l'avait corrigé et elle m'avait dit, et maintenant il va falloir le retravailler. Et à l'époque, je n'avais pas du tout compris ce qu'elle voulait me dire. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Enfin, j'avais écrit mon texte, il était fini. Et maintenant, 30 ans, 40 ans plus tard, je comprends bien ce qu'elle veut dire. En fait, il y a plein de choses où c'est le travail qui paye. Et c'est mm, vrai que, enfin moi quand j'ai lu la semaine passée, non, j'ai vu sur les réseaux sociaux une bonne femme qui expliquait qu'elle avait écrit un livre sur le TDAH et elle l'avait écrit en 10 jours. Qui est capable d'écrire un bouquin sur le TDAH en 10 jours et d'être satisfaite de son travail? Moi, écrire un bouquin sur le TDAH, ça me prend 1 an. mm, Et je le lis et je le relis et je le perfectionne. Alors évidemment, mon TDAH, c'est mon TDAH qui est un peu responsable de ça parce que j'ai eu tellement d'échecs de ma vie, j'ai eu tellement de remarques négatives que je suis incapable de lâcher prise, je suis extrêmement perfectionniste et que c'est vrai que si j'envoie un manuscrit et que je me rends compte qu'il y avait 3 fautes d'orthographe dedans, je vais mal le vivre. mm, Alors, ok, certains sont peut-être capables d'écrire un bouquin sur le TDAH en 10 jours, mais moi non. Moi, ça me demande du travail. Et ce travail, je suis capable de le faire maintenant. Et c'est peut-être mon TDAH qui m'a obligée à me surpasser et à travailler plus que les autres. mm. C'est ça. Et moi, je ne Et suis pas perfectionniste, là où tu dis que tu vois mais le voilà, tu créatif. vois, deux TDAH, de manière différente de Tout à fait, s'exprimer. s'exprime. Et d'où l'intérêt parfois de faire des associations. Et ça, je trouve que c'est quand même intéressant de se dire, c'est pas une fatalité. C'est pas parce que je suis pas perfectionniste que ma vie est fichue. Peut-être que je peux m'associer avec des personnes qui sont perfectionnistes. Où Pas là, du moi, je tout. de la Ça, créativité et que du coup, ben, en fait, ensemble, ça peut faire des projets qui ont du sens. En tout cas, voilà, je trouve que ça, c'est aussi un message à dire, c'est que voilà, on n'est pas foutu pour autant, mais de bien s'entourer aussi, je crois que c'est super important quand on a ce mode d'emploi-là, parce qu'on peut apporter beaucoup de choses,
aussi. Enfin voilà, on fait notre part comme tout le monde, et peut-être que ben voilà, là où on a des failles, eh ben, d'autres personnes peuvent voilà, soutenir notre créativité ou notre travail par leurs compétences que nous n'avons pas. Et donc ça, je trouve que c'est pas toujours à nous de tout faire. En tout cas, je trouve que toujours améliorer ses faiblesses, il y a quelque chose d'épuisant, mais plutôt de mettre en avant ses forces et de se bien s'entourer. En tout cas, pour ma part, c'est une solution, en tout cas intéressante en tant qu'adulte, de bien s'associer Oui, dans les tout à fait. différentes problématiques. L'autre chose dont on n'a pas parlé, c'est le syndrome de l'imposteur des adultes TDAH. Moi, je Mhm. sais bien que ce perfectionnisme est dû à mon syndrome de l'imposteur. On m'a tellement dit que j'étais nulle et pas capable que cette petite voix, elle est encore là, hein. J'ai beau me démontrer, démontrer encore, je n'arrive pas à passer au-dessus du syndrome de l'imposteur. Et ça, je trouve que c'est important à dire aux parents. Ce que vous dites à votre enfant maintenant, ça deviendra sa petite voix intérieure quand il sera adulte. Mettez Exactement. le doigt sur les forces de votre enfant, Mhm. encouragez-le, félicitez-le pour chaque effort qu'il fait. On s'en fiche du résultat. Ce qui compte, c'est qu'il fasse des efforts, c'est qu'il essaye et qu'il n'ait pas envie d'arrêter d'essayer, qu'il n'ait Mhm. pas peur d'un échec, qu'il n'ait pas peur d'avoir raté une interro, mais qu'il essaye. Ne faites pas les interros ou le travail à la place de votre enfant. Vous aurez un bon bulletin, mais votre enfant n'aura pas la fierté. Votre enfant sera plus fier s'il a un 7 sur 10 à son bulletin, mais c'est son bulletin et ses efforts que s'il a un 9 sur 10 alors que c'est vous qui avez fait le travail. Moi, je me souviens, ma mère, quand j'étais petite, même les travaux de dessin, c'est elle qui les faisait, hein. Ah ouais. Et donc, j'avais des super remarques, mais j'avais aucune fierté. J'avais pas fait le dessin. Donc, Tant que ce n'est pas la seule chose, enfin, en tout cas, moi, par exemple, je ne me souviens pas de mes points, ni en primaire, ni en secondaire. En fait, ça ne détermine pas un individu. Par contre, avoir confiance en soi, avoir des amis, tout ça, par contre, ça, pour moi, c'est vraiment un socle qui va pouvoir aussi protéger ben, de toutes les difficultés qu'on peut avoir. Donc, voilà, mettre son énergie au bon endroit, je crois que c'est vraiment important. Et parfois, enfin, moi, je sais que j'ai terminé en technique de qualification, ce qui était vraiment pas à la mode à mon époque. Et heureusement, en fait, parfois de se dire qu'il y a voilà, il y a des chemins de traverse aussi qui sont intéressants et qu'on peut y arriver, même si on ne fait pas. Alors, il y a plein de TDAH qui font des études universitaires, c'est quand même important de le dire, hein, c'est pas du tout incompatible. oui, Mais que voilà, ce n'est pas non plus la seule voie, il y a plein d'autres chemins qui mènent voilà, à l'épanouissement, et donc vraiment de pouvoir permettre à son enfant ou même à soi-même de pouvoir quitter cette grande autoroute et partir par un petit chemin qui n'est pas celui prescrit par la société, mais qui peut être tout aussi joli et certainement plus épanouissant. Donc ça, je crois que c'est vraiment important aussi oui, oui. de Encouragez vos enfants dans leur passion, nourrissez leur passion. Ne privez jamais votre enfant de son activité préférée. S'il est sportif, ne le privez Ah pas de oui. sport. Si il aime le théâtre, le dessin, ne le privez pas de ses activités extrascolaires qu'il aime. Il a Mm, besoin de ça pour se nourrir, il a besoin de ça pour avoir confiance en lui, il a besoin de ça pour grandir et bien évoluer. tout à fait. C'est encourager les bons comportements. euh, et mettez vraiment le doigt sur tout ce qui est super chez votre enfant. Moi, je vois bien deux enfants atteints de TDAH. Euh, Guillaume, l'aîné, je ne connaissais pas le TDAH. Quand il a été diagnostiqué, je suis tombée des nues. Et avant ça, le nombre les autres de remarques négatives que je lui ai faites, c'était horrible, quoi, mais vraiment horrible. Euh, mais tu le fais exprès, tu le fais pour m'embêter, c'est pas possible, t'es stupide. Enfin, voilà, tout ça sortait. C'était les phrases que sortait une maman complètement dépassée et épuisée. Quand mon deuxième enfant, qui était bien plus TDAH que son frère, qui était totalement épuisant parce que totalement hyperactif, a été diagnostiqué, je connaissais le TDAH. Et ma manière de fonctionner vis-à-vis de Grégoire a été complètement différente. Je mettais beaucoup plus en avant le positif. J'étais bien attentive à lui faire 4 remarques positives pour une remarque négative. Euh, et quand je vois leur évolution au cours de la vie, euh, évidemment, Grégoire a beaucoup plus confiance en lui. Mm, Parce qu'il n'y a rien à faire. Toutes ces petites remarques que j'ai pu faire à Guillaume ont sapé son estime de lui. J'en suis désolée. mm. Je l'aime infiniment, c'est devenu un adulte incroyablement génial, mais je sais qu'il garde ses failles et que j'en suis responsable.
Merci en tout cas pour ce partage. Ben donc, on arrive au bout, hein. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de rajouter, Pascal? Est-ce que tu as envie d'une petite conclusion, un petit mot de la fin? Je Ou voudrais juste alors? non, intervenir, laisser le temps à Pascal de réfléchir peut-être à cette Mm. question. On a une question de quelqu'un qui nous regarde. Comment faire la différence entre l'hyperactivité due au TDAH et l'hyperactivité liée à l'angoisse? On allait voir un médecin spécialiste. Ouais. Voilà, c'est l'importance d'aller voir un médecin spécialiste qui, lui, pourra poser le diagnostic. Souvent, tout s'imbrique, hein. Mm. C'est, quand on est atteint de TDAH, ben, on peut être angoissé aussi. Donc là, c'est vraiment le médecin qui fera la part des choses et qui dira qu'est-ce qu'il faut prendre en charge d'abord. Est-ce qu'il faut d'abord prendre en charge l'angoisse ou est-ce qu'il faut d'abord prendre en charge le TDAH? Et ça dépend d'une personne à l'autre. Mais c'est vraiment aller voir un médecin expérimenté. Un psychiatre ou un pédopsychiatre dans ce cas-là. Ouais. Il y a d'autres questions? Je ne savais pas qu'il y avait des questions des auditeurs. Non, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. On ne sait jamais qu'il y en ait dans les quelques minutes qui viennent, mais Ok, super. Et du coup, si on doit conclure, Pascal, qu'est-ce que tu as envie de dire? Que votre enfant n'est pas son trouble, que vous Mm, n'êtes pas votre trouble, que donc n'oubliez pas que c'est d'abord mm, un enfant à aimer comme il est, un enfant. Moi, je me souviens de Guillaume quand il avait 10 ans, quand on lui demandait de se décrire, il me disait, bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis TDAH, j'ai je sais pas quoi. Voilà, donc son TDAH, il arrivait juste après son prénom. mm, Maintenant, si vous demandez à Guillaume de se décrire, il va vous dire qu'il s'appelle Guillaume, c'est toujours. Et je pense, je ne sais même pas s'il vous dira qu'il est TDAH en fait, parce que ce TDAH est vraiment une partie infime de sa vie. Il n'a plus aucune importance. Et mm, je crois que c'est ça qui est important, c'est que si j'avais su quand mes enfants étaient jeunes quels adultes ils allaient devenir, j'aurais peut-être arrêté de me pourrir la vie, à me tracasser pour le futur. Vous avez des enfants TDAH, vous avez des enfants tout court d'ailleurs, vivez au présent, au jour le jour. Ok, vous pouvez anticiper certaines choses, mais arrêtez de vous angoisser pour ce qui se passera dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Si votre enfant rate son interro de maths, sa vie n'est pas fichue. S'il rate son année, sa vie n'est pas fichue. Moi, j'ai triplé ma quatrième secondaire, j'ai arrêté mes études. Ma vie n'était pas fichue, hein, franchement. C'est euh, là aussi mes enfants, enfin à l'adolescence, surtout avec Guillaume, ça n'a pas été facile, quoi. C'était vraiment compliqué. Et là maintenant, c'est un adulte, il a un super job, il est marié avec une femme géniale, il est heureux en ménage, il est heureux dans son job, il a deux petites filles extraordinaires, c'est un papa formidable. Et voilà, si je ne m'étais pas pourri la vie autant avec mes angoisses et mes inquiétudes quand mes enfants étaient petits, en fait, notre vie, elle aurait été beaucoup plus chouette. Ah Et oui, donc, et en même temps, tu es arrivé au début, toi, hein, c'était vraiment, on parlait du mm, TDAH quand tu étais maman, quoi. Aujourd'hui, on est beaucoup plus armé que toi à l'époque, hein. oui, peut-être, mais à côté de ça, c'était peut-être plus facile aussi, parce que c'est vrai que moi, quand on a diagnostiqué le TDAH de mes enfants, il n'y avait pas les réseaux sociaux qui balançaient des tas d'âneries sur le sujet. Mm, Moi, on m'a dit, voilà, votre enfant a TDAH, on vous propose ça comme prise en charge et ça va aider votre enfant à aller mieux. mm, Et j'ai pu me raccrocher à ça. Donc, d'un côté, oui, maintenant, on trouve beaucoup plus d'outils. Euh, Et puis de l'autre côté, avant, on n'avait pas tout ce qu'on lit, on entend de négatif sur le TDAH qui est inventé par tout et n'importe qui. mm. Ok. Je crois qu'il y a des questions qui arrivent là. Voilà, la première, c'est est-ce qu'une multiprise en charge par des professionnels d'un enfant TDAH peut le mettre en difficulté? Moi, j'ai envie de répondre, trop, c'est comme pas assez. C'est en tout cas, oui, il peut y avoir une prise en charge, mais pas du lundi au vendredi. Et voilà, peut-être en tout cas, et il faut que l'enfant soit preneur. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Si on voit que, faut se dire qu'un TDAH est intolérant à l'ennui. Donc, si voilà, vous vous battez à chaque départ pour partir chez la psychologue, la neuropsychologue, voilà, peut-être qu'il faut faire autre chose. Je ne sais pas ce que tu en Ou penses, aller Fanny. voir quelqu'un d'autre, parfois c'est aussi une Ouais. question. C'est important de voir la bonne personne au bon moment. Et si votre enfant est super partant et que ça se passe bien, etc., continuez. Mais si à un certain moment il vous dit qu'il en a marre,
Et puis, laissez-lui le temps de vivre aussi, hein. Il ne faut pas que la prise en charge du TDAH empêche votre enfant d'avoir des activités extrascolaires, empêche votre enfant de vivre. Mm. Ok, tout à fait. Moi, je trouve qu'en tout cas, il faut qu'il y ait des moments de répit. Une autre question est sur les temps d'attente, en tout cas pour les diagnostics. Voilà, il y a une personne qui dit je ressens que je suis TDAH, mais voilà, les temps d'attente sont très longs. Et ça, vous Euh, pouvez envoyer un mail. Donc, je suis la directrice de l'association TDAH Belgique, hein, j'ai oublié de le dire dans ma c'est présentation. vrai? Voilà. Donc, je suis directrice de l'association TDAH Belgique. On a un site internet www.tdah.be. On a fait simple. Et donc là, si vous envoyez un mail à l'association en précisant que vous cherchez un médecin pour un enfant, un adulte ou un adolescent et la région dans laquelle vous habitez, on peut vous envoyer des adresses de médecins. Et nous, on a des adresses de médecins qui ont des places assez rapidement. Ah, génial, ça c'est un bon plan. Ah ben voilà. Donc, et alors, une autre question, est-ce que plus on apprend tardivement qu'on a un TDAH, plus c'est difficile de l'accepter, de travailler dessus? Tu dirais quoi? Moi, je pense pas. Moi non plus. Je pense que justement, c'est une explication qui, du coup, peut apaiser beaucoup de choses. Et puis peut-être qu'en tant qu'adulte, parfois, on est mieux armé, en tout cas pour faire face que quand on est enfant. Alors, une autre question, est-ce que la procrastination est un symptôme du TDAH? Alors, chez certains, oui. Moi, je dis toujours que je suis la présidente de la Ligue anti-procrastination. Mhm. Parce que justement, ça fait partie de ce que moi j'ai mis en place pour contrer mon TDAH, c'est que je ne procrastine pour rien, en fait. Enfin, je dis pour rien, parfois ça m'arrive, hein, mais c'est tout de même très, très rare. Mais, Ouais. Moi, ça mais dépend, quoi. je vis avec quelqu'un qui a un TDAH et qui est le roi de la procrastination. Donc voilà, Ouais. ça dépend d'une personne à l'autre, c'est tout de même souvent un symptôme. Moi, je suis mitigée. Moi, j'ai des moments de procrastination et puis, en fait, je déteste ne pas être efficace. Donc, j'ai quand même ma petite règle. Tout ce qui prend moins de 2 minutes, je le fais tout de suite. Et ça quand même, en tout cas, je l'ai apprise à 25 ans. Je pense que ma mère aurait aimé que je l'apprenne beaucoup plus tôt. Mais en tout cas, voilà, ça Ouais. m'aide. C'est Net, vraiment un trait qui c'est quelque m'aide. chose que j'applique aussi. Donc, Non, non, vraiment. moi, il y a parfois où je procrastine, c'est pour les choses que j'ai vraiment pas envie de faire et où je sais que ça va me prendre du temps. Là, ça Mm. m'arrive de procrastiner, mais le fait que je mette toujours les choses dans mon agenda et que je vois cet agenda tous les jours, donc s'il y a quelque chose que je n'ai vraiment pas envie de faire, mais que je dois faire aujourd'hui, mais c'est dans mon agenda. Et je vais le Mm. remettre à demain. Donc demain, je vais le revoir. Et après-demain, je vais le revoir. Et je vais le revoir tous les jours jusqu'au moment où je l'aurai fait. À un moment, je ne peux plus le voir. Mais quand j'ai fini tout ce qui est noté dans mon agenda, il ne me reste que ça. Alors je vais être hyper efficace pour des tas d'autres choses pour ne pas faire ça. Oui, ça aussi. Voilà. Mais il y a un moment où je finirai par le faire. Mais je crois qu'on procrastine malgré tout, tous un petit peu, d'autant Alors, plus. il y a plein de questions qui s'emballent, donc on va choisir parce qu'on va arriver au bout. Alors, le neurofeedback, tu en penses quoi, toi, Pascal? Voilà. Ok, donc Joker pour Pascal. Non, non, c'est vraiment. A priori, le neurofeedback, ce sera bien un jour. En tout Mhm, cas, moi, c'est tout ce que les médecins spécialistes du TDAH m'ont dit. Franchement, c'est un outil d'avenir, mais mhm. pas maintenant. Maintenant, ça coûte trop cher, c'est pas efficace. C'est efficace dans le cabinet au moment même, mais c'est pas ça, Le c'est pas transfert efficace dans peut la être vie. difficile. Moi, j'ai eu des bons échos, mais je n'ai jamais testé moi-même, donc c'est difficile Mais pour moi. donc, non, ça coûte trop cher. Si rien d'autre n'a fonctionné, rien, 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 mais pourquoi pas tester le neurofeedback? Mais c'est vraiment le traitement de la dernière chance, franchement. Économisez votre argent. Ok, la pleine conscience, je trouve ça intéressant. Donc là, Ah, il y a ça, une c'est super. la Alors pleine conscience. ça, c'est vraiment pas, ça fait partie de la base des outils pour les TDAH. Pleine conscience, cohérence cardiaque. Ouais, Donc, très chouette. cohérence cardiaque, franchement, ça aide. Enfin, c'est la base aussi. Apprenez la cohérence cardiaque à vos enfants, faites de la cohérence cardiaque. Il y a des applications. Vous tapez cohérence cardiaque sur Internet et vous verrez 10 000 applications qui sortent. Ça marche Ouais, vraiment ouais, bien, ça coûte pas un rond et ça doit être fait 3 fois par jour, 5 minutes. ouais. Et voilà, et on n'a que sa respiration qu'on a toujours avec soi, donc c'est en effet super,
super économique pour le coup. Et alors une dernière, est-ce que la pédagogie active peut être recommandée pour les enfants qui ont un TDAH? Ça dépend des enfants. Je suis d'accord Il y a avec des toi. enfants à qui ça convient très très bien. Moi, je peux vous dire deux enfants. Mon aîné, vous l'auriez mis en pédagogie active, ça aurait été la catastrophe parce qu'il avait vraiment besoin d'un enseignement carré, hyper structuré. Et mon plus jeune, la pédagogie active, c'était le pied pour lui. Donc voilà, Mhm. ça dépend des enfants. Vous connaissez votre enfant, faites confiance à votre instinct. Ouais. Maintenant, par contre, ce qui est recommandé à tous les enfants atteints de TDAH, c'est la pédagogie bienveillante. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et pédagogie active, ça ne veut pas toujours dire pédagogie bienveillante non plus, hein. Non, non, Et ça ne veut pas dire qu'on bouge tout le temps non plus. Donc ça aussi, voilà, faut pas. et votre enfant peut avoir, enfin moi, en cinquième primaire, on m'a annoncé que Guillaume allait rentrer dans la classe de l'instit la plus sévère de l'école, quoi. Mhm. Je me suis dit, mais quelle catastrophe, elle va me le tuer, quoi. Un mois après, il était méconnaissable. J'avais jamais vu mon petit garçon aussi heureux. Elle n'était pas du tout l'instit la plus sévère de l'école. C'était l'instit la plus structurée de l'école. Ce qu'on appelle une manvelour dans un... Non, oui, une manvelour dans un Dans un gant ganfin. de velours. Ouais. Ouais, c'est ça. Hyper structurée, mais hyper cohérente, hyper bienveillante. Mais effectivement, elle posait des règles et des limites. Mon fils, ça lui convenait parfaitement. Savoir exactement ce qu'on attendait de lui, c'était noir ou blanc, il n'y avait jamais de gris, c'était tout ce qu'il lui fallait. Maintenant, ça ne convient pas non plus à tous les enfants. C'est ça. Mais ça peut être en effet très reposant pour des cerveaux en désordre. Donc voilà. Donc clairement, aller visiter les Par écoles. contre, pour Ouais. revenir sur la pédagogie, les écoles où on vous oblige à ce que votre enfant de troisième primaire ait 2 heures de devoirs par Oui, jour, fouillez, quoi. oui, ça aussi. C'est C'est clair. c'est vraiment pas utile, non, bah, c'est interdit légalement, je pense. Oui, c'est interdit Euh, légalement. Oui, 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 voilà. tout à fait. Mais Donc, donc, n'oubliez jamais combien votre enfant a fait des efforts toute la journée à l'école et combien le soir il a besoin de pouvoir se relâcher, de pouvoir faire ce qu'il aime, de pouvoir être juste bien. ça, je trouve que c'est un excellent mot de la fin. Voilà. Merci en tout cas pour les questions, en tout cas votre curiosité à ceux Oui, merci. qui nous ont. Et merci à toi, Valentine, c'était chouette. Ben oui, moi aussi, c'est toujours un plaisir d'animer ces petits webinaires. Moi, c'est des sujets qui me passionnent. Donc, merci en tout cas, Anne-Laure, de Oui, m'avoir. merci Anne-Laure d'avoir organisé. Ouais, Merci à vous deux. Et j'ai envie de dire que toute personne qui voudrait en savoir plus en fonction de votre situation, je pense que les livres de Pascal de Coster peuvent vous aider à y répondre, puisqu'on a, comme je le disais au début, un livre consacré au TDAH chez l'enfant, un chez l'adulte et un chez la femme. Donc, quelle que soit votre situation, je pense qu'il y a de quoi aller plus loin avec ces ouvrages. Eh bien, voilà. merci beaucoup et je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, à Au Au bientôt. revoir. revoir.